tous, merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de vision. Dans une semaine précisément, la justice européenne va se prononcer sur le destin économique du territoire non autonome du Sahara occidental, un verdict qui pourrait faire très mal à son colonisateur marocain qui en exploite illégalement ses richesses. Autant dire un possible tournant majeur dans ce conflit du Sahara occidental et un sérieux revers, un de plus pour Rabat, qui devra cette fois se plier aux lois internationales en la matière. Le Maroc est sous pression, sous forte pression occidentale, a déjà dû concéder la nomination d'un envoyé onusien pour la reprise des négociations avec le Front Polisario, unique représentant du peuple sahraoui qui veut en découdre définitivement avec la colonisation marocaine. On reçoit en mode virtuel, vous l'aurez compris, Monsieur Obi Bouchraya Bachir, représentant du Front Polisario à l'Europe et à l'Union européenne. Bonsoir. Bonsoir et merci pour nous avoir accordé cet entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce sera donc le 29 de ce mois que la Cour de justice européenne se prononcera sur le recours en annulation des accords agricoles de pêche agricoles et de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Comment se sont déroulées les audiences, Monsieur Obi Bouchraya Bachir? On est bien sûr à l'attente de cette nouvelle décision du tribunal de justice européen qui se rendra le prochain mercredi 29 septembre. On est bien sûr confiant, voire optimiste, et pour que cette fois-ci, et encore une fois, la justice européenne nous donnera raison et confirme la souveraineté du peuple du Sahara occidental sur ses ressources naturelles. Il faut rappeler que cette décision viennent suite à deux recours qui ont été introduits par le Front Polisario en avril et en juin en 18, 2019, 2018. contre les accords de libre-échange et les produits agricoles d'une part, mais aussi contre l'accord de pêche qui a été renouvelé entre l'Union européenne et le Maroc en violation flagrante et directe de décisions de la Cour de justice européenne, notamment celle de 2016, mais aussi de 2018. Je dis qu'on est optimiste, mais surtout à cause de deux raisons. D'abord, la première raison, c'est le fait que la justice européenne s'est déjà prononcée en 2016 et Oui. 2018. Il y a eu des verdicts très clairs qui confirment le statut distinct et séparé du territoire du Sahara occidental vis-à-vis du Royaume du Maroc, qui insiste sur le consentement du peuple du Sahara occidental comme une précondition à toute exploitation de ressources naturelles du Sahara occidental et aussi confirme le statut du Front Polisario en tant que mouvement de libération nationale représentant du peuple du Sahara occidental. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, le fait que cette fois-ci, cet espace devant le juge de faire une interprétation comme en 2016, c'est réduit et il est inexistant cette fois-ci. En 2016, le juge a fait l'interprétation que les accords scellés entre l'Union européenne et le Maroc ne concernaient pas le Sahara occidental. Oui. Ce sont des accords qui ont été élaborés pour sceller, signer juste pour le territoire du Maroc dans ses frontières reconnues internationalement. Mais après le recours, après le renouvellement des accords entre l'Union européenne en 2019, entre l'Union européenne et le Maroc, par le biais d'un mécanisme qui a été inventé par la Commission qui s'appelle le mécanisme d'extension du champ d'application des accords vers le Sahara occidental. Cette fois-ci, le Sahara occidental est explicitement
cités dans les accords et constituent une base pour le Front Polisario pour introduire les appels devant le tribunal et la Cour de justice européenne. Je crois qu'on est optimiste, on a des raisons pour Est-ce que vous l'être. pouvez nous parler des audiences? Comment elles se sont déroulées, notamment en mars, hein? Il y a eu deux audiences Oui, précisément. les audiences ont été organisées au début de mars de cette année, Oui. là où les parties en litige, qui sont le Front Polisario d'une part, le Conseil de l'Europe soutenu par la Commission et la France en ce qui concerne le premier accord agricole et libre-échange. Et pour le deuxième accord, c'était en plus de la Commission, la France, le Comader du syndicat marocain, aussi l'Espagne pour l'accord de pêche. Et il faut que je souligne le fait qu'il y a une réduction claire des pays européens qui ont présenté des mémorandums pour soutenir le Conseil de l'Union européenne dans cette démarche. En 2016, on avait comme 6 ou 7 pays européens. Cette fois-ci, le nombre s'est réduit seulement vers l'Espagne et la France. La France. Alors, c'est justement l'objet de ma prochaine question. Est-ce que ces deux pays qui sont des soutiens indéfectibles de Rabat dans ce dossier du Sahara occidental, est-ce que vous pensez que cette fois, ils pourront peser dans la teneur du verdict de la Cour de justice européenne, ou est-ce que ça n'a plus rien à voir? C'est-à-dire le côté politique ne peut plus entrer dans cette sphère juridique. Moi, je crois que le juge, le tribunal, c'est une institution totalement indépendante. Il n'y a pas d'interférence entre le pouvoir politique et les institutions de justice européennes. Mais je crois que la grande question qui se pose maintenant et qui se posera immédiatement après cette nouvelle décision, c'est le fait quelle sera la réaction de l'Union européenne dans son ensemble? Est-ce que va-t-elle continuer dans sa politique de fuite en avant et de vouloir défier ses propres décisions, les décisions de sa propre justice, juste pour faire plaire le Maroc? Est-ce qu'il y a une prise de conscience de la part des pays européens, et notamment la France et l'Espagne, sur l'impact négatif de l'image de l'Union européenne à travers le monde? Une union, une organisation qui se proclame pour le respect du droit international, pour le respect de la justice et les décisions de la justice, alors qu'il se permet de les violer quand il s'agit de ses intérêts politiques très étroits. Il y a un malaise croissant au sein d'un grand nombre de pays européens sur ce constat que l'Espagne et la France essayent de prendre en otage tous ces processus et les dévier pour servir leurs intérêts avec l'occupant marocain. Alors, malgré cela, vous êtes plutôt optimiste, notamment pour ce qui est de l'indépendance de ces instances judiciaires européennes. On dit que les juges européens ne pourront pas les magistrats ne pourront pas se déjuger cette fois-ci face à l'opinion internationale. Selon vous, ces accords vont être annulés cette fois-ci, Monsieur Bouchraya? C'est certain? On ne peut pas anticiper la nature de la décision. Ça, c'est notre espoir, que le juge décide d'annuler les accords, et je crois qu'il y a une base solide pour qu'il décide de cette façon. Mais on est toujours à l'attente de ce verdict qui tombera le mercredi 29 septembre. Alors, qu'est-ce que peut signifier sur les plans juridiques et politiques un tel verdict sur le statut déjà du Front Polisario? On le disait, représentant officiel du peuple sahraoui. Est-ce qu'il va constituer une base juridique pour les prochaines batailles justement judiciaires contre le Maroc? Je crois que l'intérêt particulier, en plus de cette décision, serait en relation avec la consolidation de la personnalité juridique du Front Polisario en tant que mouvement de libération nationale qui a la capacité d'agir devant la justice au nom du peuple du Sahara occidental. En 2016, la justice européenne, après avoir réaffirmé
tous les points qu'on a évoqués tout à l'heure, mais là, finit par décider que le Front Polisario n'avait pas de base pour défier ces accords économiques, puisque le Sahara occidental n'était pas concerné. Mais cette fois-ci, le scénario est totalement différent. Il y a une référence explicite au Sahara occidental dans les accords qui ont été renouvelés en 2009 entre l'Union européenne et le Maroc. Et je crois qu'il y a une base maintenant pour les juges européens pour décider sur l'admissibilité du recours du Front Polisario et par conséquent consolider la personnalité juridique du Front Polisario en tant que représentant légitime du peuple du Sahara occidental, qui est le seul titulaire pour s'exprimer au nom du peuple du Sahara occidental et donner le consentement pour toutes sortes d'exploitation des ressources naturelles de ces territoires. Et dans ce sens, et on l'a dit aux institutions européennes, qu'on est ouvert en tant que Front Polisario, en tant que mouvement de libération nationale sahraoui, pour négocier avec les institutions européennes après cette décision pour explorer les modalités de respect et d'assurer le respect des décisions de la justice européenne. Alors, pour le Maroc, est-ce que ce serait la fin de l'exploitation des richesses du territoire, donc du Sahara occidental, ou est-ce qu'il faudra encore d'autres batailles judiciaires, d'autres procès de ce genre? Je crois que c'est une bataille qui va continuer. Ça fait partie des axes principaux de la résistance sahraoui. C'est de se servir de cet outil juridique pour faire valoir nos objectifs et nos intérêts nationaux. Et je crois que dans le contexte européen, cette décision marquera le début de toute une démarche, de tout un processus qui ira au-delà des institutions continentales au niveau du Luxembourg pour aller dans les pays au niveau national de contester l'implication des institutions, des compagnies, des entreprises européennes dans le pillage des ressources du Sahara occidental. Puisque du moment où le tribunal tranchera en faveur du Front Polisario, il n'y aura plus aucun cadre juridique pour les entreprises européennes de continuer à exister, continuer à opérer au Sahara occidental. Il serait dans un contexte de violation flagrante du droit international, mais aussi du droit européen, ce qui nous donne une base solide pour contester ça dans les tribunaux européens au niveau national. Donc, c'est une bataille qui est invité à continuer et cette décision marquera le début d'un processus dans ce sens. Alors autant pour l'Espagne et la France, enfin l'opinion internationale connaît un petit peu leur position vis-à-vis de Rabat, autant il y a des pays européens qui tiennent une double posture dans ce conflit du Sahara occidental. Je pense à l'Allemagne, où il y a clairement une crise diplomatique avec Rabat sur le principe du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, mais elle traite au même moment sur le terrain avec des compagnies allemandes dans le domaine de l'énergie. Il y a ce double discours un petit peu, Monsieur Bouchra. Bien sûr, oui, bien sûr, ça c'est la réelle politique. On connaît partout dans le monde, mais je crois que globalement, on n'a que se réjouir du fait que depuis la proclamation de Trump, il y a eu une nouvelle prise de conscience au sein des pays européens dans son ensemble, mais surtout des pays importants tels que l'Allemagne, par exemple. Ouais. Sur la nécessité de respecter le droit international au Sahara occidental. Depuis quelques mois maintenant, il y a une crise ouverte entre le Maroc, l'Allemagne, mais aussi entre le Maroc et l'Espagne sur exactement comme fond, c'est le problème du Sahara occidental et les positions de ces pays. Et il faut rappeler aussi la décision historique du Parlement européen ouais. En juillet dernier contre l'instrumentalisation, ouais. La politique d'immigration, mais aussi l'instrumentalisation de la part du Maroc d'un geste purement humanitaire
de la part de l'Espagne vers le président sahraoui pour faire recours à sa politique traditionnelle qui est le chantage par le biais parfois de l'immigration, mais parfois par d'autres moyens. Donc, le Parlement européen a tranché d'une façon très claire en faveur de l'Espagne, mais il faut aussi souligner le fait que le Parlement européen, en toute conscience, a décidé d'introduire tout un paragraphe sur le Sahara occidental en appui de la légalité internationale. Il était un message dirigé directement vers les États-Unis d'Amérique et vers la décision de Trump. Je crois qu'aujourd'hui en Europe, il y a un contexte plutôt favorable, en tout cas beaucoup plus favorable qu'auparavant, et on espère que cette décision du 29 septembre marquera aussi le début de toute une dynamique et il y a un point important dans ce sens. Alors, on va parler de l'installation dans ses fonctions dans les prochains jours de l'émissaire onusien pour le Sahara occidental, Staffan del Mistura. Le Front Polisario a de son côté validé cette nomination alors qu'il avait dit qu'il sortait, hein, qu'il rejetait le processus de paix, enfin, lors de la crise d'El Gargarat qui a conduit donc à la reprise de la lutte armée. Et de la fin des accords de 1991. Est-ce que ce serait le retour du Front Polisario dans le processus de paix onusien? Moi, je crois que le problème de l'envoyé personnel n'a jamais été un problème de fond s'agissant du processus politique dans son ensemble. On a donné notre accord depuis avril dernier pour la nomination de Stéphane de Mistura, mais on a réaffirmé notre position qui est connue pour tout le monde, que réduire la crise et le blocage du processus politique au Sahara occidental à la figure de l'envoyé personnel du secrétaire général est une erreur grave. Le Maroc apparemment a fini par accepter cette nomination la semaine dernière. Il avait ses raisons, malhonnêtes certainement, pour refuser au départ, et il a certainement ses motifs ou ses mobiles aussi malhonnêtes pour l'accepter aujourd'hui. Mais notre position est très claire. Trouver ou désigner un envoyé personnel du secrétaire général n'a jamais été un problème. Des fois, parfois, on a eu des envoyés personnels extraordinaires, d'un poids connu, d'un profil connu aussi, tel que James Baker, qui était secrétaire d'État américain, connu pour son rôle pendant la première guerre du Golfe, et on a fini, les derniers étaient Koller, l'ancien président de l'Allemagne. Mais tous les envoyés personnels du secrétaire général ont fini par jeter l'éponge et démissionner. Moi, je crois qu'il faut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi ils ont fini tous par cette issue étroite de jeter l'éponge et de démissionner? Et à mon avis, le problème est lié au manque de clarté du mandat de l'envoyé personnel de la part du Conseil de sécurité. Parce que des formules dans les décisions qui ont été adoptées par le Conseil de sécurité, telles que solutions politiques mutuellement acceptables, parfois dans l'esprit du réalisme, ça, ce sont des formules qui invitent plutôt à la confusion. Il n'y a pas eu de clarté. Moi, je crois qu'ils ont conditionner le succès des envoyés personnels du secrétaire général. Et je crois que il n'y a pas eu une annonce officielle jusqu'à maintenant de la part du secrétaire général de la nomination de Mistura. Bien sûr, les deux parties ont donné leur accord, mais je crois qu'avant de procéder à sa prise de fonctions, je crois qu'il revient au Conseil de sécurité de faire un exercice nécessaire. Il faut d'abord clarifier le mandat
de l'envoyé personnel du secrétaire général et nous croyons que il faut être clair, il faut être précis. Il y a eu un seul accord qui a été signé par les deux parties autour du référendum d'autodétermination comme finalité, objectif final de ce processus. Oui. Donc, ça, il faut le clarifier. Mais aussi, il faut lui donner un calendrier très clair pour l'application de cet objectif. Et troisièmement, et je crois que c'est aussi important, il faut des garanties qui peuvent motiver les partis à reprendre le chemin avec de Mistura ou avec un autre on va revenir, parce que sur les points. Allez-y. Personne n'a l'envie de reproduire le même schéma de 30 ans d'échec de l'ONU. On va revenir sur les conditions précises du Front Polisario pour revenir éventuellement à la table des négociations. Vous dites que cette nomination de l'envoyé onusien n'est pas un objectif en soi, n'est pas un objectif stratégique majeur. L'absence pourtant, pendant près de 2 ans, peut-être un peu plus d'ailleurs, d'un diplomate à la tête de ce processus politique onusien a exacerbé la situation jusqu'au point de rupture en novembre dernier, qui s'est produit donc au niveau de la brèche d'El Gargarat. Tout de même, c'est tout de même une avancée d'avoir aujourd'hui un envoyé onusien. Moi, je crois que c'est une avancée. C'est une avancée, mais elle est largement conditionnée à une volonté beaucoup plus forte de la part du Conseil de sécurité de changer l'approche. Parce que l'approche dominante au niveau du Conseil de sécurité était vouloir gérer le conflit au lieu de le résoudre. Il y avait ce sentiment de confort chez le Conseil de sécurité et une grande partie aussi de la communauté internationale de cautionner les statu quo, cautionner un processus qui mènera nulle part. Et pour cela qu'on a fini par le dérapage qu'on connaît tous le 13 novembre. Le 13 novembre, on a alerté le Conseil de sécurité depuis 2016, après aussi des événements similaires dans la région de Guerguerat. Il ne faut pas prendre pour argent comptant le cessez-le-feu. Et le seul moyen d'assurer le cessez-le-feu, c'est l'investissement réel et accéléré dans le processus politique. Mais malheureusement, le Conseil de sécurité, au lieu de faire ça, il a laissé le processus sans un pilote aux commandes, sans un envoyé personnel pendant 2 ans. Donc, après la démission de Koller, apparemment, le Conseil de sécurité a oublié de ses fonctions et on a eu 2 ans. Et bien sûr, dans ce contexte, s'est produit les événements, la rupture du cessez-le-feu et le collapse de l'ensemble du processus politique. Et je crois que le cessez-le-feu faisait partie importante, intégrante de tout un accord qui a été signé par les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Royaume du Maroc. Et la finalité centrale, c'était le référendum d'autodétermination. Le Maroc a refusé, a décidé de revenir sur sa décision initiale d'accepter le référendum d'autodétermination vers un refus catégorique sur ces principes. Et ce qui reste en 2019, en 2020, c'était seulement le cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu est devenu un instrument de plus aux mains du Maroc pour asseoir son occupation au Sahara occidental. Moi, je me rappelle toujours que au cours des séances du dernier congrès du Front Polisario, on était obligé d'écouter des témoignages touchants de la part des combattants sahraouis qui nous disaient mais c'est le feu, comme si vous allez nous demander d'être le gardien de l'occupation de notre propre pays. Ça n'a aucun sens. Et pour cela qu'il y a des voix qui s'élèvent
de la communauté internationale qui insiste sur la nécessité de la nomination de l'envoyé personnel comme un objectif en soi et revenir au cessez-le-feu. Mais je crois que on est ouvert à négocier, on l'a prouvé depuis les premiers jours en 1991, on savait au sein du Front Polisario qui nous correspondait une partie de la facture de la paix. Et on était conscient de l'obligation de payer notre facture de la paix. Mais le Maroc a refusé de coopérer et n'avait aucune volonté de payer la partie qui lui correspond. Et au sein du Conseil de sécurité, c'était le silence zéro. Aucune volonté d'exercer aucune pression sur le Maroc. Et tout le monde a fini par avoir l'impression que le processus en 2019, en 2020, était séquestré par le Maroc. Oui. Et pour cela, et même pour l'Union européenne, par exemple, le renouvellement des accords avec le Maroc a donné un signal très négatif qui a été interprété chez Rabat comme un encouragement d'aller dans la direction de défiance de la communauté internationale, asseoir la colonisation, asseoir l'économie de la colonisation. Et pour cela qu'on dit, ça on le dit aux interlocuteurs européens, qu'ils ont contribué largement à la production des dérapages le 13 novembre et la reprise des hostilités au Sahara occidental. Alors, oui. Je vais vous poser deux questions qui sont reliées en fait l'une à l'autre. Alors, on dit que le Maroc aurait concédé cette nomination du nouvel envoyé onusien contre quelque chose. Alors, vous parliez de dessin machiavélique en début d'émission. On nous dirait contre quoi le Maroc a pu concéder cette nomination. Et puis, est-ce que lorsque cela deviendra officiel, annoncé par le secrétaire général des Nations Unies, cela signifiera automatiquement le retour du Front Polisario dans le processus de paix? Non, moi je crois que concernant la question liée au Maroc et les motifs et les mobiles derrière sa décision d'accepter la nomination de Mistura, on n'a pas des informations précises, mais on est sûr du manque de volonté de la part du Maroc de coopérer. On écoute les déclarations qui démontrent une rupture totalement avec l'essence d'une volonté vers une solution politique. Donc, il joue la montre. Le Maroc joue la montre, c'est ce que vous dites ce soir. Moi, je crois qu'ils essayent de continuer à jouer la montre, sauf que la marge de pouvoir continuer à jouer la montre est pratiquement inexistante aujourd'hui. Après la rupture du cessez-le-feu, mais aussi compte tenu de la tension qui existe aujourd'hui dans l'ensemble de la région à cause des actions de déstabilisation qui sont menées par Rabat, pas seulement vers le peuple du Sahara occidental, mais aussi vers l'Algérie, vers d'autres pays, vers même l'Espagne. Donc, moi, je crois que ce n'est plus possible ni pour le Conseil de sécurité, ni pour le Maroc de continuer à avoir l'impression de cette possibilité de continuer à faire le business, comme ils disent les Américains, as usual. Ça, et pour le retour du Front Polisario, on l'a exprimé à maintes reprises, on est toujours ouvert. On a la volonté de participer aux négociations, mais je crois que le Conseil de sécurité est appelé à adopter une nouvelle approche. L'approche qui a été mise en place jusqu'à novembre 2020 nous a conduit à un échec chronique pendant 30 ans. Donc, il faut changer d'approche. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, revenir à la case de départ et mettre en question la rupture du cessez-le-feu aujourd'hui, pour nous, c'est
un élément hors question. Parce que le cessez-le-feu est un élément pour des préparations, c'est un élément, c'est le premier élément vers la solution politique des référendums d'autodétermination. Sans qu'il y ait des garanties, un calendrier, un mandat précis, bien dessiné par le Conseil de sécurité Ouais. pour l'envoyé personnel, je crois que le Front Polisario n'est pas en mesure de revenir à la situation qui existait avant le 13 novembre. Donc, si on devait un peu résumer, et pour terminer sur cette question de l'envoyé onusien, si on devait résumer ce que vous dites ce soir, c'est que le sort de Staffan de Mistura est un peu scellé déjà, hein, un peu comme celui de Horst Kohler. Eh ben, je tiens à réaffirmer mes propos auparavant. Tout dépend du Conseil de sécurité. Non, mais S'il y si a le une Maroc, volonté, Monsieur Bouchelaya, même s'il y a une nouvelle approche au niveau du Conseil de sécurité et que le Maroc ne consent pas à dialoguer, ne consent pas à faire un pas en avant. Donc, cette initiative de l'envoyé onusien sera sans doute un échec. le Maroc a pu bloquer le processus parce qu'il n'y avait pas de pression suffisante de la part de New York, de membres du Conseil de sécurité. Si cette fois-ci, le Conseil de sécurité adopte une approche qui se base sur la volonté de résoudre le conflit et exercer les pressions nécessaires sur la partie qui bloque, je crois que le Maroc finira par céder. Donc, Et c'est le tout principe. dépend du Le principe de processus. cette nouvelle approche, c'est de faire pression sur Rabat, clairement. Exactement, Très bien. exactement. Parce que ça, Oui. c'est l'élément absent pendant les 30 ans, les 30 ans de cessez-le-feu. Alors, le Maroc, justement, s'est empêtré, et ça rejoint peut-être un peu ce que vous dites, Monsieur Bouchalaya, il s'est empêtré dans plusieurs crises diplomatiques majeures avec l'Espagne, l'Allemagne, on le disait, et dernièrement l'Algérie, qui a rompu définitivement ses relations avec lui. Quel est votre commentaire sur l'attitude du Maroc? On parle d'un isolement chronique aujourd'hui de Rabat, ce qui pourrait servir la cause du peuple sahraoui aujourd'hui. Euh, Certainement, moi je crois que le Maroc, c'est le seul pays au monde qui a des problèmes avec tous ses voisins. Il a des problèmes de frontières pratiquement avec tous ses voisins. C'est un pays qui est aujourd'hui en crise ouverte avec pratiquement la moitié de pays du monde. Et concernant l'Algérie, qui est un acteur principal dans la région, je crois que l'Algérie a exercé pendant beaucoup d'années un exercice de patience, un exercice de sagesse qui a fini par la décision qu'on est tous à cause de cette décision politique de la part de Rabat de multiplier les actions de provocation. Mais moi, il y a des diplomates européens qui me posent la question, pourquoi cette rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie? Je crois que les Algériens sont beaucoup plus capables d'expliquer les arguments, mais moi, je réponds par poser la question exactement à l'inverse. Pourquoi y a-t-il des relations diplomatiques, vu ce qu'on a décrit auparavant, pourquoi y a-t-il encore des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc? Parce que rappelle-t-on que les relations ont été rétablies en 1988 avec des objectifs pour l'Algérie. C'était contribuer à créer une ambiance pour la relance de l'humain, alors que l'UMA se trouve aujourd'hui paralysé à cause d'un veto de la part des Rabat. Et le deuxième objectif, la deuxième raison derrière cette décision de l'Algérie, c'était de contribuer positivement à créer des conditions pour l'organisation du référendum d'autodétermination au Sahara occidental et le règlement de ce conflit. Le référendum est bloqué à cause du veto du Maroc. Donc, les raisons qui ont motivé l'Algérie à prendre cette décision au milieu des années 80,
n'existe plus à cause de cette décision de Rabat. Moi, je crois que si pour la communauté internationale, la rupture du cessez-le-feu en novembre 2020 n'était pas un événement suffisant pour les alerter sur la gravité de la situation sur place, cet événement de la tension régionale qui prévaut aujourd'hui, pas forcément seulement entre l'Algérie et le Maroc, mais aussi entre l'Algérie et l'Espagne, entre le Maroc et l'Espagne, entre le Maroc et l'Allemagne, entre le Maroc même et l'Union africaine. Parce qu'il y a une décision qui a été adoptée par l'Union africaine. Et le Maroc qui siège encore au sein de cette organisation qui a été rejetée par le Maroc. Le ministre des Affaires étrangères, il a déclaré clairement qu'on n'est pas concerné par cette décision de l'Union africaine. Je crois que ce nouveau contexte qui est marqué par la guerre au Sahara occidental, la tension régionale, la rupture ou les problèmes diplomatiques du Maroc avec quelques pays européens devrait constituer un avertissement, un wake-up call, comme on dit en anglais, pour les pays européens, pour la communauté internationale, mais surtout pour le Conseil de sécurité, pour qu'il assume sa responsabilité et prenne les décisions nécessaires pour éviter une nouvelle escalade. Malheureusement, le Maroc, apparemment, il a toute la volonté du monde d'aller en avant dans cette politique et de contribuer à compliquer les choses davantage. Mais globalement, Monsieur Bouchalaya, est-ce qu'il n'y a pas des signes et des réactions, notamment d'instances internationales envers le Maroc, qui traduisent justement de plus en plus le rejet des thèses marocaines sur le Sahara occidental? Comme quelques exemples vraiment basiques, hein, comme lorsque l'Union africaine a refusé d'envoyer des observateurs pour couvrir un petit peu les élections législatives marocaines dernièrement, ou la carte Covid britannique. Ce sont des petits exemples, je vous le disais, qui séparent distinctement le territoire du Sahara occidental du Maroc. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de retranchement derrière le principe du droit international, suite justement à ce que vous disiez un peu au début, suite au deal Trump entre le Maroc et donc Israël, il y a eu une sorte de prise de conscience, justement. Ça a eu finalement l'effet inverse, contrairement à ce que escomptait le Maroc. Oui, exactement. Je crois que le Maroc a fait un pari erroné sur une décision politique de changer pratiquement la direction de ces préférences géopolitiques ou des choix qui ont été affichés théoriquement. Mais tout le monde savait que le Maroc avait ses relations Ouais. sous la table avec L'officialisation, Israël. hein, plus que Mais un c'est changement. l'officialisation de cette relation avec Orientation. Israël. Et là, oui, il a eu un effet contraire parce que tout s'est basé sur sur Trump et sur la position de Trump en tant que président des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, en tant que Polisario, officiellement, on le confirme, on le réaffirme toujours, on est encore à l'attente d'une décision de révocation formelle de la part de l'administration Biden Il de n'est la pas encore venu, décision hein? mais il n'a pas encore venu, mais on a réussi des signes relativement positifs de la part de cette administration qui font qu'il y a une rupture graduelle avec l'esprit de la décision de Trump. Ouais. Des propos officiels de l'administration américaine qui confirment la nature multilatérale au sein de l'ONU, la légalité internationale, s'agissant du Sahara occidental, les communiqués, les décommuniqués de la part du Pentagone, mais aussi l'Africa Command des États-Unis d'Amérique lors de la propagande marocaine sur une participation African prétendue Lion, oui.
ouais, African Lion, le manœuvre African Lion de l'armée américaine, le Pentagone et l'Africa Command, dans des communiqués officiels, ils ont confirmé qu'il n'y a pas eu de soldats américains sur le sol du Sahara occidental. Ça, en soi, Une il a son signification. poids, mais aussi sa signification. Mais le thème du consulat qui a été promis par l'administration Trump au Maroc, son installation dans la cité de Dakhla, qui n'a jamais eu lieu, je crois que c'est un signe positif. Mais pour nous, ce qui nous importe, ce qui nous intéresse, c'est une décision formelle pour révoquer cette proclamation de Trump. Et je crois que le Maroc aujourd'hui se trouve beaucoup plus isolé et je crois que les échéances prochaines, surtout la décision de la Cour du tribunal européen, mais surtout la décision du Conseil de sécurité. Parce que, et ça je crois qu'il faut bien le souligner, en tant que Front Polisario, les amis de la cause sahraoui à travers le monde et quelques puissances en Afrique, mais aussi ailleurs, ils attendent avec impatience la réunion du Conseil de sécurité fin octobre prochain pour voir comment le Conseil de sécurité va réagir à cette nouvelle réalité, à ce nouveau contexte. Ouais. Pour la première fois depuis la rupture du cessez-le-feu, le Conseil de sécurité va examiner un rapport du secrétaire général de l'ONU. Donc, il y a intérêt de voir la façon avec laquelle Guterres ira expliquer ou présenter le panorama pour le Conseil de sécurité. Ouais. Et aussi, pour la première fois, le Conseil de sécurité est appelé à adopter une nouvelle résolution. Est-ce qu'on aura une prise de conscience et une volonté réelle pour rompre avec la tradition qu'on connaît qui a fini par produire le dérapage novembre 2020, ou bien il y a une prise de conscience, il y a une volonté affichée claire de rompre avec ces schémas et décider à résoudre le conflit et donner un mandat clair à cet envoyé personnel qui s'apprête à assumer ses fonctions. Donc, on est à l'attente. Le Conseil de sécurité est devant un examen historique, une opportunité historique pour résoudre le conflit du Sahara occidental et mettre les choses en ordre, surtout devant et pour faciliter la tâche de son envoyé personnel. Oui. Alors justement, dernière question, Monsieur Obi Bouchraya, quelle est la réalité du terrain aujourd'hui là, avec la reprise de la lutte armée du front Polisario? Quelle est la réalité aujourd'hui sur le front militaire? Là, on est toujours dans la même réalité de combat quotidien mené par l'armée de libération sahraoui contre les positions de l'armée marocaine qui sont déployées au long du mur militaire marocain du nord au sud. Il y a une détermination très claire de la part des combattants sahraouis continuer dans la lutte armée. Je crois que c'est un choix qui nous a été imposé novembre 2020, mais aujourd'hui, c'est devenu une partie intégrante de notre politique et de notre feuille de route pour les années prochaines, à moins qu'il y ait une approche nouvelle, extraordinaire de la part du Conseil de sécurité. Les affrontements sont quotidiens entre l'armée sahraoui et l'armée marocaine. Il y a des pertes, bien sûr, des deux côtés. Le Maroc continue dans sa politique de déni de cette réalité, mais ça, c'est une reproduction de la tradition qu'on connaissait au début du conflit. Le Maroc a nié l'existence même du Polisario au début du conflit les années 75, alors qu'il a fini par accepter le cessez-le-feu et s'asseoir autour de la même table avec le profond Polisario négocier.
il finira par certainement reconnaître la lutte armée comme une réalité qui s'impose aujourd'hui au Sahara occidental. Donc vous voyez ce conflit armé s'étendre dans le temps. C'est ça, c'est bien ça. Vous parlez d'années, des années à venir. Nous, pour nous, en tant que Front Polisario, le cessez-le-feu est une partie, est un pas dans qui fait partie d'un package complet qui devrait conduire à l'organisation du référendum d'autodétermination et déterminer le statut définitif du territoire du Sahara occidental par les biais de la consultation du peuple du Sahara occidental étant le seul doyen du destin de ces territoires. Tant qu'il n'y a pas un processus en marche vers cet objectif, je crois que le Front Polisario ne peut pas reproduire le même schéma des dernières 3 décennies qui ont pratiquement abouti à aucun Aucun résultat. C'est résultat, un oui. échec. Ouais. C'est un échec multiple de la part de la communauté internationale, du Conseil de sécurité et de la mission des Nations Unies, la MINURSO, sur place au Sahara occidental. Monsieur Obi Boucharaya Bachi, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le représentant du Front Polisario à l'Europe et à l'Union européenne. Merci. Merci Je d'avoir vous été. remercie. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce rendez-vous de vision. On se retrouve très prochainement sur Canal Algérie. Excellente suite des programmes. Bonsoir.